Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures scènes de GTO. Et si vous ne connaissez pas ce manga, petit résumé rapide avant le début de la vidéo. Vidéo qui, vous vous en doutez, contient des spoils. Suite de Shonan Yonaigumi, manga où Delobar se tape des barres, surtout dans la gueule, GTO est un manga de Toru Fujisawa sorti en 1997 dans le Weekly Shonen Magazine. L'histoire est celle d'Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Ancien voyou, Eikichi est certes libre comme l'air, mais surtout bien puceau. Pour remédier à ce problème, il décide de devenir professeur, et ce afin d'atterrir au paradis des lycéennes. Sauf que, pas de bol, Onizuka se retrouve chez les collégiens, donc niveau gamine, ça se pose là. Mais miracle, il est finalement doué pour son job dans cette classe aux multiples problèmes. Problèmes qu'il réglera de manière peu conventionnelle, en mode Onizuka style. Et maintenant, son rêve est clair. Onizuka deviendra le Great Teacher du Japon. Eikichi est le GTO. Voilà grosso modo le résumé du manga. Et avant de commencer, on va devoir passer par les précisions chiantes mais nécessaires d'usage. Je ne parlerai ici que du manga GTO et de son animé. Donc, ni de Young GTO, ni des spin-offs, et bien évidemment, c'est un top personnel. Bon, maintenant que ça c'est fait, même si je suis pas sûr que ça serve à grand chose parce qu'il y aura quand même des rageux, on va pouvoir commencer. Alors sortez des petites culottes, votre meilleur German suplex, des décolorations, et c'est parti. Numéro 10, et on commence avec un moment à la fois classique et récurrent. Les sauts d'Onizuka pour sauver un élève. Et quand je dis récurrent, c'est pas une blague. 1, 2, 3, 4, je ne compte plus le nombre de fois où Onizuka a fait le saut de l'ange, tant et si bien que ça en est devenu un gag. Alors qu'on parle quand même de suicide et possible mort par Squitch sur le sol. Mais pourtant, à chaque fois, ça marque. Et que ce soit en manga ou en animé, un petit frisson de « Oh putain de merde, c'est stylé » nous parcourt. Alors, je dis stylé, mais les scènes sont avant tout là pour nous dire quelque chose. Du plus logique avec Yoshikawa et le harcèlement au plus involontairement drôle, chaque descente rapide de l'immeuble et sauvetage ont un sens en montrant quelque chose sur le test de Newton ambulant, aussi appelé élève. Le tout en faisant alors accorder la confiance de l'élève en question au GTO. Des moments aussi importants que cool du manga. Et pourtant, c'est que le début. Numéro 9, on continue avec quelque chose d'un peu plus doux, le concours de beauté de Tomoko. Tomoko, comme son surnom Tomokon l'indique, n'a pas inventé le fil à couper l'air. Très gentille, naïve et à la plastique plutôt développée. Pour son âge, je parle de boobs. Tomoko Nomura a subi les moqueries et regards lubriques des autres depuis pas mal d'années. Et pour le regard lubrique, c'est pas Eikichi qui va changer ça, bien au contraire. Mais pour le reste, si. Onizuka va l'encourager à être elle-même, l'incitant à participer à un concours de beauté et en jouant avec elle avec des jeux dits immatures pour son âge. Il ne la juge pas, croit en son potentiel et avec le concours de beauté montrera à la face du monde ce que lui avait perçu dès le départ. Donc pour toutes les personnes dans leur bulle, bizarres ou stigmatisées pour leur physique, lâchez rien. Car comme le montre GTO, vous avez vos propres qualités et il y aura toujours quelqu'un pour le voir. Après, si t'es un connard, c'est autre chose, remettons en question. Numéro 8, nous allons maintenant parler amour avec Anko qui porte ses couilles qu'elle n'a pas et avoue ses sentiments à Noboru. Au début du manga, Noboru était le souffre-douleur d'Anko et sa bande. Par son côté geek, faible physiquement et n'opposant aucune réelle résistance, il était le punching ball idéal. Par la suite, Onizuka arrivera et alors Noboru commencera à s'affirmer. Avec la protection d'Eikichi, Anko le laissera tranquille, gardant malgré tout une rancœur envers le professeur et son protégé. Mais suite à un concours de circonstances on ne peut plus classique, perdu sur une île déserte à 2 doigts de mourir noyé dans une grotte, un lundi normal j'ai envie de dire, les sentiments d'Anko envers son ancien punching ball vont commencer à changer. Trop fière pour se l'admettre à elle-même, Onizuka prendra les choses en main en concoctant un scénario dont lui seul a le secret afin de la faire avouer. Le plan ? Très simple, faire croire à une agression de Loubard, mettre Noboru dans les pommes et titiller la demoiselle afin qu'elle assume son amour. Un plan qui marchera à la perfection. Le tout dans une scène drôle, prenante et qui a son petit côté émotion, on va pas se mentir. Numéro 7. Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, recalé de tous ses entretiens d'embauche professorale. Sa dernière chance, l'école privée Kisho. Motivé et malgré le stress, il se rend dans cet établissement aussi privé que coté.
Va-t-il y arriver? Ayant mis une droite à un satyre dans le bus, peut-être que le karma jouera en sa faveur. En plus, la victime passe aussi l'entretien, ça doit être un signe. Ah, le pervers est sous-directeur de l'école et c'est lui qui fait passer l'examen. Bon bah ça sent le retour sur les chantiers tout ça. Quoique, pile à la fin de l'entretien, des anciens élèves munis d'extincteurs, katana et autres armes blanches foutent le bordel en voulant la peau du sous-directeur. Alors tel un bon gros faillot des familles, Ekichi s'interposera entre la menace et le sous-dirlo. Mais pas de bol pour le chauve, à force de traiter les jeunes délinquants de déchets, ça a rappelé ses jeunes années à Onizuka. Ces années lobards lorsque la société le catégorisait de déchets. Et fatalement, German souplex dans la gueule. Un moment grandiose, magnifique, merveilleux, une boule de bonheur concentrée même. Mais pourquoi? Déjà parce que ce moment met parfaitement en place les bases du manga. Si le tome 1 était une introduction présentant le personnage d'Onizuka, sa personnalité et ses motivations, c'est avec le tome 2 et particulièrement ce moment que Toru Sensei le met en pratique au sein de son nouvel environnement. En 2 chapitres, on connaît Azusa, la future collègue d'Onizuka, la secrétaire générale, le sous-directeur, leur personnalité et la dynamique qu'aura notre héros avec eux tout au long du manga. Notre héros qui a déjà montré qu'il ne fallait pas le faire chier. On reprend. Petit merde! Si je ne deviens pas le plus couette-franc du Japon, ce sera de votre faute! Et pour cela, je vais vous faire connaître l'enfer sur Terre! Mais qui, ce coup-là, montre en plus ses valeurs, son sacrifice pour les autres et qu'il a déjà les cartes en main pour être le Great Teacher. Et cerise sur le gâteau, les jeunes montrés comme des racailles prêtes à tout péter s'excusent auprès d'Ekichi pour lui avoir posé problème, montrant que, plus que des déchets, ce sont surtout des jeunes qui veulent être respectés. Tout ça en 2 chapitres, et encore j'ai dû écourter des trucs. Numéro 6. En même temps, dans les mangas, les fins, c'est souvent pas terrible, hein. C'est vrai. On va maintenant parler de la fin, mais rassurez-vous, pour le coup, pas de spoiler. Ça viendra après. À ce moment-là du manga, tout est déjà fini. Le dernier arc est résolu et nous sommes tout simplement sur le prologue. Un prologue qui n'est pas là dans l'animé. Je sais, et c'est pas le seul moment du top, alors fais pas chier et lis le manga. Ce qui me plaît dans ce prologue, c'est que rien n'est gratuit. Là où certains dont je tairai le nom, Naruto, donnent une explication à tout en disant qu'il y a eu des gosses avec qui, ou au contraire, ne donne rien pour notre imaginaire. GTO, lui, arrive à se placer entre les deux. Il montre que même si le manga est fini, l'histoire ne l'est pas pour autant. Avec un nouvel élève en difficulté, les projets que les personnages font malgré l'arrêt du manga, ou le fait que beaucoup de jeunes ont toujours une mauvaise image des profs, parfois à tort ou à raison. Le manga GTO s'arrête, mais pas son univers, tout en nous donnant une conclusion satisfaisante. Les questions faites aux jeunes font mouche et rappellent tout le parcours du manga pour qu'ensuite la dernière nous soit posée directement. Et pour toi, l'école, qu'est-ce que c'est? Le manga nous a donné ses cartes, maintenant, à nous de jouer. Numéro 5. Après s'être attiré les foudres de Teshigawara, un prof sorti de Todai, ainsi que l'association des parents d'élèves, Onizuka se voit offert une chance de ne pas être viré. Passer le Togaku, un test que tous les élèves passent 3 fois par an. Et il est inutile de vous dire que le Great Teacher est très mal barré. Pourtant, il réussira non seulement à arriver premier à l'examen, mais ayant d'abord eu le temps de sauver une gamine d'un enlèvement, et le tout avec 3 balles dans le bide. Encore une fois un lundi comme un autre. Ce moment est tout simplement épique. Non seulement tout est très mal parti pour Onizuka, avec des séances de révision confirmant ce manque total de culture, mais en plus la vie lui met plusieurs bâtons sur la route qui choisit lui-même de se prendre dans la gueule. On lui propose de tricher, mais il refuse, ne voulant pas perdre la face devant ses élèves. Il aurait pu ne pas sauver la fille, surtout au vu de son comportement envers lui, mais il le fait, se retrouvant en retard et blessé. Blessure dont on apprend l'existence, nous et les personnages, d'une manière juste parfaite. Tout cela donne un crescendo qui a atteint son paroxysme lorsqu'Onizuka, ayant répondu à la dernière question, s'effondre sur la table, se vidant de son sang. Juste waouh. Numéro 4. On va maintenant parler d'un point qui a pu être vu comme une trahison par certains d'entre vous. Étant jeune, Onizuka qui renie ses valeurs. Et c'est arrivé plusieurs fois. Que ce soit lors de la course-poursuite avec une fille dans le coffre ou avec le système à points de la directrice Daimon, à plusieurs reprises, Onizuka est devenu tout ce qu'il détestait. Un pourri d'adulte faisant passer sa petite personne avant ses élèves. Et alors attention, quand il veut baiser une élève, ça compte pas, il renie pas ses valeurs là. Ici, on parle du côté obscur de l'adulte, ce qui fatalement a déçu ses élèves. Car s'ils avaient accepté un prof aussi pervers, immature et mauvais pour l'enseignement, c'est parce qu'au moins il restait lui-même et pensait réellement au bien-être de sa classe. Un acte de trahison, décevant, horrible même, mais logique. Un héros ne peut pas être parfait tout le temps. Et si c'est le cas, alors l'intérêt de l'œuvre s'essouffle très vite.
Prenons One Punch Man. Saitama défonce tout le monde en un coup, et ses combats sont inintéressants au bout de 3 chapitres, autrement que pour leur aspect humoristique. Raison pour laquelle Genos est le véritable personnage principal, car lui a des obstacles et de réels accomplissements. Et pour Eikichi, c'est pareil. Remettre en cause sa force physique dans GTO n'aurait que très peu d'intérêt vu le contexte, on n'est pas dans Shonen Yonaigumi. Et pour ne pas rester dans une routine du professeur rebelle contre l'autorité froide et méchante du monde des adultes, faire d'Eikichi un salaud, même le temps d'un chapitre, est une bonne solution. On voit des faiblesses peu habituelles de notre héros, nous montrant que tout le monde, même les personnes les mieux intentionnées, peuvent être tentés, mais que l'important c'est d'écouter ses proches, se rendre compte de son erreur, puis agir en conséquence. Et quand Eikichi redevient lui-même, ça fait plaisir, tu sais qu'il va être en mode full GTO et que ça va déchirer les culs. Numéro 3, on va maintenant parler du cas inverse du précédent point, le sous-directeur qui passe du côté clair. Sous-directeur d'une école réputée, baby boomer de 51 ans, prônant l'ordre et les bonnes mœurs, mais plottant les filles dans les transports et se faisant pas respecter dans sa propre maison, Uchi Hamada est un cinquantenaire paumé, désillusionné par la vie et aigri. Il ne croit pas en ses élèves, en un espoir quelconque, et n'aspire qu'à sa voiture et sa retraite. L'inverse total de notre GTO préféré. Et si Onizuka a eu ses moments de connard égoïste, il est bien normal que le sous-directeur ait ses moments de rédemption. À plusieurs moments, Uchi Hamada se remet en question, souvent grâce à Onizuka, mais surtout par ce qu'il lui fait voir et rappeler. Non, ce n'était pas un enseignant blasé se cachant derrière ses privilèges. Non, il ne considérait pas la jeunesse comme dépravée et perdue d'avance. Parfois, il se rappelle ce qu'il était dans ses jeunes années. Un homme optimiste, plein de rêves et de compassion. Réellement à l'écoute de ses élèves et les faisant passer avant lui-même. Et c'est l'un des points rendant ce manga brillant. Parce que faire du sous-directeur un connard aigri, les profs et l'administration des pourritures, alors que les élèves seraient tous des saints pervertis par le système, c'est facile. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous est montré. Rien n'est tout blanc ou noir. Les élèves ont leur tort, tout comme les enseignants, leur qualité. Alors oui, Uchi Hamada s'est perdu dans son quotidien morne, sa rancœur et les cas difficiles. Mais si le manga nous montre quelque chose à travers ce personnage, c'est que personne n'est mauvais de nature et que tout le monde peut retrouver la flamme de ses débuts. Après, le problème, c'est que ça reste pas. Mais bon. Numéro 2, on va maintenant parler de Jésus Onizuka. Lors du dernier arc, les médecins révèlent des anévrismes chez Eikichi. Et au moindre coup, pourrait se retrouver paraplégique ou à l'état de légume. Ce qui n'est pas cool, vous en conviendrez. Et fatalement, le fameux coup arrive, amenant Eikichi à l'hôpital. Ses proches sont là, les pleurs viennent, la douleur, le refus. Mais rien n'y fait. Onizuka nous a quittés. Ce qui ne pose pas de problème au GTO, se faisant une petite résurrection des familles avant de sauver Daimon d'un incendie. Encore une fois, un lundi habituel, tout ça. Ce passage est juste grandiose et me fout des frissons à chaque fois. Toute sa construction du cerveau d'Onizuka qui pète après quelques mots à Azusa, Ryuji qui fait mine de pas s'inquiéter alors qu'on voit qu'il a du mal à cacher sa peur, Eikichi qui parle à son mentor dans une scène faisant référence à Young GTO qui est juste incroyable. Jusqu'à la résurrection, tout est incroyable. Pas d'analyse ou de décortiquement métaphorique pour ce point-là, juste de l'intensité à l'état pur. Et pourtant, c'est pas fini parce qu'il nous reste le numéro 1. Et à la première place, on va parler muscles, on va parler compète, on va parler bonhomme. Mesdames et messieurs, le défi des 100 bras de fer. Mayu, petit-fils de la secrétaire générale, kidnappe Onizuka et plusieurs autres profs pour une soirée spéciale. Le thème, juger les profs qui les ont jugés et fait, par effet de boule de neige, de leur vie un enfer. Alors il est vrai que le concept d'être viré et arriver à déchirer une famille pour une clope est très japonais. Mais ça reste malgré tout une bonne hyperbole de ce qui ne va pas chez nous. Sauf que pour l'heure, la socio, on s'en bat les couilles, ce qui nous intéresse, c'est bras de fer. La confrontation est dantesque. Et avec de simples bras de fer, il fallait oser. Mais ça marche. On sent toute la pression de la foule sur les professeurs. Onizuka qui, comme à son habitude, est en mode je m'en bats les couilles, je blague et je vous explose tous. Le retournement de situation entre la confiance des jeunes du début avec la remise en question et la crainte de la fin. Le tout avec un vrai suspense. Parce que même si on sait qu'Eikichi va gagner, quand tu vois la couleur de son bras, les veines, la douleur et la galère, le doute s'installe. Et comme à son habitude, le GTO donne une leçon à Mayu et toute l'audience. Lui aussi a été viré, lui aussi a connu la galère, certains profs sont pourris et le système est injuste. Mais ça ne doit pas être une excuse pour s'apitoyer sur son sort. Si lui a pu devenir prof, alors eux peuvent être ce qu'ils veulent. L'important étant d'aller de l'avant. Et apparemment de savoir enchaîner son bras de fer.
Pour conclure, je peux vous dire qu'écarter certains moments du manga a été à la fois dur et frustrant. Les cosplays d'Onizuka, Noboru qui ose montrer ses marques de brimade, Ekichi qui demande des photomontages à Kikuchi, les scènes avec Murai, sa mère ou Kanzaki, et plein d'autres que j'aurais adoré mettre. Tout simplement car dans son intégralité, GTO est un excellent manga. Drôle, émouvant, pouvant autant aider les adolescents perdus que les adultes butés, GTO fourmille de moments cultes. Il nous montre des facettes de l'école et de la vie, côté élève ou enseignant, trop peu montrées ailleurs. Et c'est pour des centaines de raisons allant des personnages géniaux aux situations incroyables que ce manga est encore l'un de mes préférés aujourd'hui. Alors même si c'est pas le bon format de vidéo pour le dire, je vous conseille de lire ou de relire GTO. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis et surtout vos propres tops dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne, ça ferait découvrir à plus de personnes, donc ça me ferait très plaisir. Et de plus, c'est assez valorisant, vous en conviendrez. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, /soirée, /un autre espace-temps. Mais du coup, c'est qui le meilleur ?